Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode avec Maria. Maria, bonjour. Bonjour Alex. Alors Maria, tu travailles chez 360 Learning. Je sais que vous avez, en tout cas que 360 Learning a beaucoup travaillé sur la vente, sur la structuration des équipes de vente, sur les méthodes de vente. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs pour qu'on sache à qui on a affaire aujourd'hui? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors tout d'abord, merci beaucoup Alex de m'avoir invité sur ton podcast. Moi, c'est Maria Vantienen. Je travaille en effet chez 360 Learning depuis 4 ans maintenant, toujours dans le scope d'enablement. Avant 360 Learning, j'étais dans une autre startup aussi dans la tech, basée à Boston. Dans un métier un peu plus global, parce qu'on était beaucoup plus petit. Chez 360 Learning, je me suis vraiment focalisée sur l'enablement, d'abord sales et ensuite customer success et partner aussi. Ok. Alors, l'idée que j'avais en t'invitant, c'est que comme tu as travaillé effectivement aux États-Unis, alors tu es de nationalité argentine, donc C'est tu vois, ça. tu es vraiment dans un environnement international et tu es aussi peut-être sur des niveaux de la vente qui sont, on va dire, très développés. Peut-être que certains auditeurs sont à des niveaux, et sans doute des niveaux un peu moins développés, mais je trouve que c'est intéressant de voir les pratiques que vous avez pour s'en inspirer et essayer de reproduire quelques bonnes pratiques que vous avez. Est-ce que déjà tu peux expliquer le mot enablement que tu vas utiliser beaucoup dans cet épisode et que peut-être certains auditeurs ne connaissent pas? Oui, tout à fait. Alors le métier enablement, déjà, il est pas très vieux. C'est un métier qui n'a pas plus de 30-40 ans. Donc, c'est toujours en développement, je dirais. Je dirais aussi que c'est une fonction qui va beaucoup changer d'une entreprise à l'autre. Donc, chaque entreprise a un peu sa propre interprétation de ce que c'est l'enablement, ce qui rentre dedans ou pas. Euh, pour nous, l'enablement, c'est vraiment une fonction stratégique qui va venir accompagner les équipes de vente dans la performance. Pour nous, plus concrètement, ça va être tout genre d'activité qui va venir réduire le time to first deal, donc le temps qui passe entre le jour où un nouveau commercial arrive et le jour où il fait sa première vente. Évidemment, le but, c'est de réduire ce chiffre-là pour avoir des équipes performantes au plus vite. Et donc, pour ça, on va se focus sur l'onboarding, une expérience onboarding qui soit fluide et qui soit très efficace. Et le deuxième angle, c'est vraiment sur la performance continue. Donc, le KPI qu'on va suivre, c'est plutôt quarter attainment. Donc, quel pourcentage de tes commerciaux arrivent à faire leurs chiffres chaque trimestre. Et donc, l'enablement va se focus sur ces deux KPI-là et les activités qui rentrent là-dedans sont la formation continue, le content et le coaching aussi des équipes sales. Ouais, donc ça fait beaucoup de choses et donc on peut parler un peu de toutes ces choses et voir quelles sont peut-être les bonnes pratiques que vous avez mis en place, mais aussi les erreurs que vous avez fait parce que c'est une matière vivante, hein, l'humain et le développement du sales enablement. Déjà, toi, quand tu es arrivé il y a 4 ans, ton job, ça a tout de suite été de t'occuper de ce département-là, ou tu as eu d'autres jobs avant chez 360 Learning?
Non, moi, quand je suis arrivée en tant que la première Sales Enablement Manager, donc ça a été OK, mon premier rôle ici. Ouais. OK. Et il y avait déjà des choses en place ou tu as dû créer, tout de zéro, Hem, oui, un peu. En fait, il y avait déjà des choses en place. Donc, il y avait une base, mais j'ai structuré un peu la fonction, je l'ai redéfinie. Au début, mon focus, c'était, l'onboarding. Très souvent, dans le monde de l'enablement, quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, tu commences par là. Par améliorer l'onboarding, notamment avec l'objectif de réduire le time to first deal. Et donc pour nous, le challenge, c'était de rendre l'onboarding sales le plus autonome possible, notamment en s'appuyant sur des outils qui permettent aux sales de faire toute la partie role-play coaching de manière asynchrone. On a une culture d'entreprise qui est très asynchrone, qui a été vachement utile dans les dernières années. Et du coup, on a passé d'un modèle où les sales faisaient leur role-play d'onboarding en présentiel avec leur manager à des outils d'enregistrement où ils peuvent être coachés voilà, de manière asynchrone. Donc, il y a eu tout un travail de réduire l'onboarding, le faire plus efficace, le mettre à jour. Et dans un contexte de hyper croissance où tu es en train d'onboarder de nouveaux sales toutes les semaines, c'est très important que tu réduises la quantité de temps que toi, en tant que sales enablement, ou que les sales managers passent avec les nouveaux pour qu'ils puissent vraiment se focus sur ceux qui sont déjà sur le terrain. Et donc voilà, rendre ça le plus autonome possible. Ouais, alors c'est vrai que, ce département que tu gères donc, qui s'appelle Sales Enablement en France, j'avais regardé, il y a quelques mois, tu en as pas beaucoup. C'est Mm. plutôt une pratique, qui est très américaine où là, Mhm. justement dans le B2B, notamment la vente de logiciels SaaS, là Mhm. tu en as énormément, hein. J'avais vu une stat, je crois 60 des entreprises qui vendent des logiciels SaaS ont ce département. Tout à fait. Donc, si on a, des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent, appliquer un peu ces bonnes pratiques à leur entreprise, tu nous dis, quels sont les premiers fondamentaux que tu dois mettre en place? Tu nous as parlé, de l'onboarding avec donc, Mhm. ces fameux role-play, asynchrones. Est-ce que tu as d'autres, fondamentaux à travailler aussi quand tu commences à créer un peu ce département d'accompagnement des commerciaux? Oui, la deuxième chose que je dirais, c'est en vrai, quand tu implémentes une fonction d'enablement, il y a un changement culturel à faire dans l'équipe commerciale. Un commercial passe 100% son temps sur ses deals, ce qui est normal. C'est son objectif, non, de closer des deals. Et la fonction enablement nécessite, enfin, voilà, requiert que les sales passent un peu de temps sur d'autres activités comme la formation. Et donc ça, c'est un changement culturel parce qu'il faut il faut arriver à convaincre les sales à réserver du temps dans leur quotidien pour aller se former, ce qui est un investissement un peu plus long terme pour eux. Donc, moi, mon deuxième objectif, après avoir refait un peu l'onboarding, c'était de vraiment créer une culture d'apprentissage euh, pour voilà, réussir à que les sales aient cette habitude-là. Je pense que c'est autant plus important dans le SaaS, dans la tech, où tout change tellement vite, où il faut rester à jour non seulement sur tout ce qui change à l'intérieur de l'entreprise, en termes de produits, process, mais aussi tout ce qui se passe à l'extérieur, donc dans le marché. On a vu que ça peut changer très, très, très vite. Donc voilà. Après, j'avoue que moi, pour moi, ça a été un peu plus facile parce que notre produit, c'est un produit De formation? d'apprentissage, Ouais. de formation. Du coup, ça fait que c'est un peu plus facile de convaincre les gens. Mais du coup, ça a été la deuxième base que j'ai créée, c'est voilà, cette pratique de se former de manière hebdomadaire. Donc aujourd'hui, on lance entre 9 et 15 formations par trimestre. OK. Donc, ils peuvent faire une formation par semaine à peu près. Par contre, c'est des formations plutôt courtes.
Enfin, il y a des variations. Il y a parfois, on a des formations qui sont très longues si on lance un nouveau produit, mais on essaie de vraiment faire des petites formations pour qu'ils restent à jour, encore une fois, sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Excuse-moi. Vas-y, ça me permet de te poser une question. Dans la semaine d'un commercial de 360 Learning, il a des créneaux bloqués chaque semaine pour de la formation, du coaching, ou c'est un peu selon la volonté du commercial de se dire, bah tiens, là j'ai envie de me former sur un sujet et je bloque des créneaux. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu, Mm. est-ce que tu as essayé de routiniser tout ça? En vrai, on a une culture qui est très asynchrone et qui est très... les gens ont beaucoup d'indépendance chez 360 Learning. Ok. Donc, c'est un peu... L'idée, c'est un peu tant que tu fais tes objectifs, tu travailles comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Donc, on n'a pas vraiment des créneaux de formation imposés. Moi, je lance les formations et après, c'est à chaque sales de voir quand il prendra le temps de suivre les formations. Après, l'attente, c'est que chaque sales ait fait toutes les formations par la fin du trimestre. Donc, c'est ce qu'on attend d'eux. Euh, mais non, on n'impose pas des créneaux particuliers. C'est vraiment à eux de voir. Mon job à moi, c'est de leur convaincre indirectement de faire les formations au plus vite. Et donc là, il y a un peu un jeu à jouer. Moi, il faut vraiment que je fasse attention au genre de formation que je lance. En fait, quand tu lances des formations, tu vas très, très vite si ça apporte de la valeur ou pas. Il y a des formations que les sales vont faire dans le jour ou les 2 jours après le lancement. Et ça, c'est les formations qui les apportent vraiment de la valeur, hein, qui leur apprend quelque chose. Les formations que personne ne fait, c'est parce que c'est des formations dont ils n'avaient pas besoin, qui ne sont pas utiles ou qui ne sont pas encadrées ou titrées, je sais pas comment dire en français, mais la communication, c'est important. C'est important de communiquer sur comment la formation que tu es en train de lancer va impacter leur quotidien pour leur motiver à la compléter. Et après, ils se parlent entre eux aussi. Donc, si tu lances une formation, il y a un qui la suive et qui trouve ça hyper valuable, bah, il va partager ça avec ses pairs. Et très, très vite, tu vas voir le taux de complétion s'élever. Après, je travaille aussi de manière très proche avec les managers parce que à la fin de la journée, c'est leur responsabilité à eux de s'assurer que chaque sales finit leur formation. Donc voilà, je vais faire mon reporting avec eux. Je leur fais des updates mensuels d'où ces équipes en sont par rapport à la formation. Et voilà. Et après, les sales, ils peuvent aussi aller chercher plus de formations sur la plateforme si jamais ils en ont besoin ou envie d'en faire plus. D'accord. Est-ce que quand tu as voulu, quand tu as mis en place donc ce rythme de formation pour les sales, est-ce que tu as fait des erreurs et tu te dis ça m'a servi d'expérience, je vais pouvoir corriger le tir, ou ça a été assez fluide finalement la mise en place de ces formations? Non, non, bien sûr, il y a eu plein d'apprentissages. Le premier, c'est ce que je viens de dire. En fait, tu peux créer une super formation avec plein d'infos hyper intéressantes, hyper valables. Mais si le titre et la com de ta formation euh, n'est pas impactante, euh, c'est dommage parce que personne va cliquer dessus. Donc la com est vraiment très importante. C'était un truc que je pensais pas trop au début. Et après, je me suis vite rendu compte que l'impact que ça a, c'est énorme. Donc bien réfléchir à si moi je suis sales, qu'est-ce qui va faire que j'arrête de faire ce que j'étais en train de faire et que je prenne le temps de me former. Donc, j'essaie vraiment de me mettre à leur place et de réfléchir à, même avant de créer la formation, est-ce que c'est une formation qui va apporter aux sales quelque chose de concret aujourd'hui? Sinon, ça ne vaut pas la peine de bosser sur la formation. Donc, ça, c'est le premier apprentissage. Et après, j'avoue qu'au début, j'étais très focus sur la complétion. Je leur poussais beaucoup à faire leur formation, mais j'ai appris qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace de créer des partenariats avec les sales managers. Tu arrives beaucoup plus vite à impacter ton taux de complétion si tu passes par eux, si tu crées des partenariats avec eux, que si tu passes directement
via les sales. Donc, ça, c'est pour moi les deux apprentissages les plus importants que j'ai eu dans les derniers 4 ans. Ouais, en fait, tu es en fait le commercial qui vend à tes commerciaux tes formations, quoi. Exactement, via la plateforme que eux ils vendent. Ah, c'est un bon exercice d'introspection, hein. Comme ça, tu fais une partie du travail et puis ils vont pouvoir s'en inspirer. Mm. Ouais, c'est bien. Mm, mm. Je sais que dans le sales enablement, donc on en a beaucoup parlé, tu as ce gros pilier qui est la formation continue. Tu as aussi un pilier de contenu où tu essayes de pousser du contenu pour aider les commerciaux à performer. Est-ce que tu t'occupes de ça aussi? Mhm. Oui, tout à fait. Donc, c'est le troisième challenge que j'ai pris aussi chez 360 Learning. Et il y a plusieurs parties dans le contenu. Il y a le développement de contenu, il y a euh, l'or- l'orchestration, ça existe, Ouais. la gestion des créations de contenu par d'autres équipes, et il y a la gestion de contenu elle-même. Donc, dans la création de contenu, moi, je vais plutôt m'occuper des documents très précis. Ça peut être des propals, ça peut être les templates de propal dont eux, ils vont s'en servir. Ça peut être des customer quotes, ça peut être des one-pagers sur des sujets précis. Donc, c'est une partie de mon travail, mais plus petite. Après, il y a la gestion de création de contenu. Donc, moi, c'est mon job de comprendre de quoi les sales ont besoin. Donc, pour ça, je regarde d'un côté les chiffres. Donc, je regarde le pipe, je regarde les différentes verticales, les use cases. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on a dans le pipe ce trimestre, quel genre de contenu viendrait accompagner ces deals-là, et est-ce que ça existe ou est-ce qu'il faut le créer. Donc, bien comprendre les gaps, les lacunes de contenu. Et ensuite, donc, il y a une partie quantitative dans cette démarche-là. Il y a aussi la partie qualitative de juste aller parler aux sales et comprendre, selon eux, c'est quoi les besoins les plus importants. Et après cette première phase d'analyse des besoins, il y a la partie d'aller comprendre quelles équipes dans l'entreprise sont les plus adaptées à créer ce genre de contenu. Donc, est-ce que c'est l'équipe marketing? Est-ce que c'est l'équipe Ops, Customer Success, Product Marketing? Et créer un process avec ces équipes-là pour la création de contenu. Donc, par exemple, dans n'importe quelle entreprise, quand tu demandes à un commercial de quoi il a besoin, il doit te dire des Customer Case Studies. Il veut des testimonials ouais, Témoignage, ouais. des témoignages, merci, clients. Et donc, on a créé un process avec l'équipe Customer Success pour, à chaque fois qu'on a un client qui a réussi son projet, où ça se passe très bien, où ils ont partagé de manière proactive voilà, des quotes qui sont importantes, de créer un Customer Case Study. Donc voilà, moi, je ne crée pas forcément le contenu, mais je vais travailler avec les équipes pour créer une machine où chaque trimestre, on sort de nouveaux Customer Case Studies. Et après, une fois que tu as un peu ta machine de création de contenu avec les différentes équipes de l'entreprise, il y a la troisième partie qui est très importante, qui est comment le sales il arrive à trouver ce contenu-là. Surtout dans un contexte où tu es en asynchrone sur plusieurs marchés, comment est-ce que tu arrives à faire que chaque sales puisse à chaque fois trouver le contenu qu'il lui faut. Et donc, pour ça, dans l'idéal, tu as un content management system qui te permet non seulement de tout héberger, mais aussi de traquer ce que le sales envoie et ce que le prospect regarde. Et donc, il y a des outils aujourd'hui qui te permettent de voir ça. Donc, tu vois très bien ce que le sales a envoyé, ce que le prospect a ouvert, combien de temps il a passé sur chaque page, sur chaque slide. Et du coup, tu fais le lien entre le contenu et la performance. Donc, si tu arrives à matcher ton sales pipe avec ton content management system, tu peux attribuer un taux de conversion à chaque contenu et ensuite influencer ta stratégie de création de contenu. Ok. Est-ce que Voilà. tu peux nous donner le nom de l'outil que vous utilisez? Oui, il y en a plusieurs dans le marché. Nous, en ce moment, on utilise Seismic.
Ok, je les ai interviewés dans le podcast L'Héros de la Vente. Ok, donc c'est avec ça que tu gères toute la partie management de contenu pour les commerciaux. C'est ça. Ok, hyper intéressant. Euh, donc là aussi, même question, est-ce que tu as eu des apprentissages, des erreurs, des bonnes pratiques ces dernières années sur ce pilier-là de gestion de contenu entre les équipes, de demande de contenu à d'autres équipes marketing, com ou customer success Mm. pour les commerciaux? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ressortent dans ta mémoire? Oui, oui, il y en a deux. Donc, la première chose que j'ai appris quand on a commencé à envoyer les propals de manière qu'on puisse traquer l'engagement ou la quantité de temps qu'un prospect passe dessus, c'est que personne regarde les propals. D'accord. Donc, en fait, les entreprises, nous, on passe beaucoup de temps à créer des super slides et les personnes passent genre une seconde dessus et en fait, ils scrollent très, très vite et ils vont à un seul slide qui est la Le slide de prix. pricing. Ouais, bien sûr. Exactement. Et donc, voilà, ça a été confirmé. Et en fait, c'est bien parce que tu apprends à mieux investir tes ressources. Tu sais où passer du temps. Ça sert à rien d'avoir X personnes qui bossent sur des super propals avec le design et tout dedans, alors que personne ne regarde. Donc, ça te permet d'investir tes ressources de manière plus stratégique. Donc, avant, on avait une propale qui était très longue. Aujourd'hui, on a une propale qui est plutôt courte, qui est plus straight to the point, qui est plus basée sur l'impact, le ROI, etc. L'autre apprentissage, c'était notamment sur le customer quotes. Donc, comme je disais, dans mon expérience à moi, à chaque fois que tu demandes un sales de quoi tu as besoin, il va te dire des témoignages clients. Et à un moment donné, au moment où on achète Seismic, on avait créé déjà 80. On avait 80 customer quotes. Ok. Et quand je crée mon premier dashboard pour suivre un peu l'usage, il y en avait 10 qui étaient utilisés. Donc, on avait créé 70 customer quotes que personne n'avait jamais utilisé. Et donc, en fait, je pense que l'apprentissage, là, il y en a deux. Donc, le premier, c'est vaut mieux investir dans 20 customer case studies qui couvrent tous tes besoins et qui sont très forts qu'avoir une quantité très haute qu'à la fin, personne va utiliser. Donc, la stratégie pour nous, ça va être plutôt ça, de prendre les 20 qui sont le plus utilisés et de les améliorer au fur et à mesure du temps. Ça sert à rien d'avoir 80 parce que c'est impossible pour les sales d'avoir tout en tête, même si on a un système de tagging où ils peuvent choisir la bonne verticale, le buy, la solution. Bref, ils peuvent vraiment trouver le customer case study qui répond aux besoins du prospect. La réalité, c'est qu'ils le font pas. Et le deuxième apprentissage... Oui, vas-y. Ces études de cas, juste par curiosité, c'est sous un format écrit ou vidéo ou les deux? C'est écrit, c'est des slides. Ok, c'est des slides. Ok. C'est un slide très simple qui explique Ouais, le besoin, la solution, le quote et l'impact en quelques chiffres. d'accord, très bien. Donc voilà, le sales, il passe pas, il se dit pas un lundi matin, bah tiens, je vais regarder les 80 customer case studies pour les avoir en tête, comprendre ce qu'il y a dedans, pas du tout. En fait, il finit son pitch, il regarde vite fait qu'est-ce qu'on a comme customer case study dans le retail, il prend le premier qu'il a trouvé, enfin peut-être il regarde deux, trois, il prend le plus impactant, il l'envoie. Ce qui est normal. Il va pas passer une heure de sa journée à lire 80 customer case studies. Donc, le deuxième apprentissage pour moi, ça a été aussi dans la com. Je pense qu'il y a, à chaque fois qu'on lance un nouveau témoignage, bien sûr, on fait un ping à tout le monde, mais en vrai, un ping suffit pas. Donc, il faut vraiment répéter et utiliser plusieurs canaux de communication. Donc, tu peux faire un ping dans ton outil de communication interne, mais tu peux aussi faire encore des annonces via des newsletters, via des all hands ou des meetings en sync, en synchrone. Donc, je pense que plus tu varies tes canaux de communication, plus le message passe et il faut vraiment répéter et répéter pour qu'ils soient au courant de tout ce qu'on fait et tout ce qui est à leur disposition.
Oui, parce qu'en fait, quand on gère, ce genre de mission, on a l'impression que c'est la priorité pour tout le monde alors qu'en fait, tu Pas du vas tout. pas du tout, tu vas passer ton message et tu as l'impression que tout le monde a compris, saisi les enjeux et cetera, alors qu'en fait, Mmh. tes commerciaux ont d'autres problématiques comme tu l'as dit au début et du coup ça peut se mettre en dessous d'une autre pile d'enjeux et de problématiques et ils vont oublier ce que tu leur as dit. Tout à fait. Très bien. Et donc là, on a parlé donc de contenu et formation. Est-ce que c'est toi aussi, qui gères la partie, coaching des commerciaux ou c'est un autre, département ou ça fait partie de tes missions aussi? Ça fait partie de mes missions aussi. C'est un travail qui est évidemment partagé, avec les sales managers qui enfin, en vrai, c'est eux, les owners du coaching. Dans l'équipe enablement, on vient soutenir un peu, le coaching de plusieurs manières. Donc la première, c'est vraiment, dans l'écoute d'école. Donc on utilise des outils qui nous permettent d'écouter l'école des sales. Et donc, on va venir écouter des calls d'un côté pour faire du feedback. Si jamais le sales répond à une question et n'a pas la bonne info ou genre loupe un point clé, on va leur faire du feedback. Euh, donc voilà, il y a le coaching qu'on fait direct avec eux, mais c'est aussi une manière de récolter de la data. Si moi je lance une nouvelle propale, un nouveau pitch deck, ou si on lance une nouvelle méthodologie, une nouvelle trame des questions de qualification, c'est une manière aussi de suivre l'adoption de ce qu'on fait et de voir que ça a bien été adopté. Et si ça n'a pas bien été adopté, c'est notre faute. Ça veut dire que soit ça n'a pas été bien communiqué, soit c'était pas quelque chose de très valuable. Et du coup, il faut que voilà, soit qu'on communique mieux, soit qu'on refasse, qu'on prenne du feedback. Mais voilà, c'est une manière très concrète de voir si ce qu'on lance marche sur le terrain. Donc ça, c'est la première, la première partie du coaching. Et la deuxième, c'est de armer les sales managers avec des outils pour mieux coacher. Donc, c'est presque du manager enablement. Et donc, des outils, ça peut être, par exemple, des scorecards. Donc, quand toi, tu écoutes un call de qualification, un pitch, une démo, quelles sont les choses qu'il faut que tu cherches, que tu écoutes, que tu regardes. Et on leur donne aussi des rubrics pour qu'ils puissent chacun coacher de manière un peu standardisée. Donc aujourd'hui, on a à peu près 12 sales coachs. Donc l'idée, c'est que chacun fasse à peu près pareil. Et donc, on leur donne des rubriques pour que quand ils font leur écoute d'école, qu'ils puissent voilà, coacher d'une manière un peu plus structurée. Ça nous permet aussi de nous assurer que chaque sales reçoit du feedback de manière régulière, structurée, claire. OK, très bien. On a Kevin dans le chat qui nous demande les liens des outils, on les mettra, juste après le live. Comme ça, Bien on reste sûr. concentré sur ce que tu nous dis, Maria. Donc, bah, écoute, merci, tu nous as bien résumé, en fait, les enjeux quand tu crées un département, enablement, au sein d'une entreprise, formation, coaching, contenu et tu voulais aussi ouvrir le sujet à ce qu'on appelle aujourd'hui le revenu enablement et le partnership enablement. Donc, c'est en fait d'avoir une approche un peu plus large, un peu plus holistique dans ton entreprise. On en a un peu parlé dans le dernier podcast, Les héros de la vente. Est-ce que tu peux nous expliquer là aussi qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, quels sont les enjeux en fait derrière ces Mm. mots, ces anglicismes? Oui, bien sûr. Et désolée, j'utilise plein de mots en anglais, c'est vrai. Donc, n'hésite pas à me dire quel est le mot en français, je ne les ai pas tous. Donc, en fait, l'évolution de Sales Enablement à Revenue Enablement, c'est assez organique, c'est assez naturel, parce que beaucoup de ce qu'on fait côté sales s'applique côté CS, surtout dans le monde de la tech, des startups, du SaaS. Euh, et donc, voilà, de plus en plus, je me retrouvais à partager ce que je faisais non seulement avec nos commerciaux, mais aussi avec l'équipe Customer Success. Euh, et donc, à un moment donné, on a eu un de nos Customer Success Managers qui a évolué vers ce rôle de Customer Success Manager.
Donc, on travaille ensemble pour un peu recréer ce qu'on a fait côté sales, côté CS, et qu'eux aussi, ils puissent avoir un onboarding très efficace, du contenu, des formations continues, du coaching. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui s'appliquent et qu'on arrive à dupliquer. Et pareil pour le partenariat. Donc, le partenariat, ça devient de plus en plus une fonction très stratégique chez nous, une fonction dans laquelle on investit beaucoup, qui est en train de grossir. On a de plus en plus une équipe partenariat qui grandit, et on a de plus en plus de partenaires, et voilà, on a les mêmes enjeux en fait. On a des partenaires qu'il faut former sur plein de différents sujets. Et du coup, ça avait du sens d'élargir la fonction Sales et Customer Success Enablement à Partner Enablement aussi. Et donc, encore une fois, je duplique beaucoup de ce qu'on fait côté Sales et Customer Success pour nos partenaires. Donc, je prends très souvent les mêmes formations qu'on fait en interne pour nos partenaires en externe. Et donc, aujourd'hui, moi, quand je suis arrivée dans 360 Learning, j'étais la seule Sales Enablement Manager. Aujourd'hui, on est 4. Donc, on a 2 personnes Sales Enablement, une qui couvre EMEA, Sales Enablement EMEA, une Sales Enablement North America. On a un Customer Success Manager Worldwide, et moi, je m'occupe maintenant de Partner Enablement Worldwide aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on s'organise. Ah, donc c'est toi qui t'occupes de la partie partenariat. C'est intéressant parce que c'est un sujet que beaucoup me demandent, la partie vente indirecte, comment tu construis et tu maintiens des partenariats. J'avais accueilli Aircall dans le podcast pour nous parler de ça, et il nous expliquait que en fait, c'est pas évident, c'est vraiment un sujet pas évident parce qu'en général, tu as un faible pourcentage de tes partenaires qui t'amènent du revenu. Est-ce que tu peux nous dire là aussi quelques apprentissages que tu as eus sur ce département-là, et quelques bonnes pratiques à mettre en place quand tu veux lancer un programme de partenariat? Écoute, je peux faire mon mieux. C'est un sujet sur lequel j'aurais plus de questions que de réponses. D'accord, d'accord. Alors déjà, c'est un challenge qui est assez nouveau pour moi. Donc, je suis toujours en train d'apprendre. Mais en effet, je confirme que c'est pas du tout évident. En vrai, tu fais Sales Enablement, après 2 ans, tu te dis, oh, ça va, je gère. Tu fais Customer Success, tiens, c'est à peu près pareil. Tu te dis, allez, Partner Enablement. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait que ce sont des entreprises externes avec une culture d'entreprise très différente. Donc, après 4 ans chez nous, moi, je me rends compte à quel point je suis habituée à notre manière de fonctionner, à notre culture d'entreprise, qui n'est pas forcément la même ailleurs. Et du coup, il faut arriver à s'adapter. Et ça, c'est tout un challenge. Après, il y a le fait que moi, j'ai dû vraiment faire un effort pour habituer nos sales à prendre du temps, comme je disais tout à l'heure, pour se former, etc. Avec les partenaires, c'est encore c'est x10 Ah ouais. parce que tu es vraiment la dernière priorité. Donc ça, il y a un sujet de incentives qui est très important dans le partner enablement que j'ai pas encore craqué. Donc, si la personne d'Aircall avait des réponses, je suis preneuse. Donc voilà, il y a la partie motivation qui est important. Et le troisième challenge que moi je vois, c'est le fait que en vrai, tu n'auras jamais 2 partenaires qui sont exactement pareils. Et donc, c'est très difficile de faire du one size fits all. Donc, c'est un peu la bataille entre les pratiques qui sont réplicables et des formations et de contenu qui est plutôt custom. Donc, il faut trouver le bon équilibre, et il faut trouver aussi la manière de bien prioriser les partenaires. Donc voilà, c'est un gros challenge. Je suis très contente de pouvoir travailler sur ça, surtout avec l'équipe qu'on a à l'interne qui est géniale, qui est très motivée et très efficace. Mais en effet, c'est une fonction qui est assez nouvelle, et je suis toujours en train de comprendre comment ça marche et comment je peux bien aborder le sujet.
Ouais, c'est HubSpot, hein, qui a réussi à craquer, la partie partenariat. 40 de leur chiffre d'affaires, est issu de la vente indirecte de leurs partenaires. Mmh. Donc, c'est, Jules Pérignon qui s'en occupe, enfin, en tout cas, qui s'en occupait. Je ne sais pas s'il a évolué sur d'autres, postes. OK. Donc, ça peut être intéressant d'échanger avec lui. Et Mmh. moi, ce que j'ai cru comprendre en échangeant avec lui, en fait, c'est que donc, en gros, 20 c'est la loi de Pareto, hein, 20 de tes partenaires t'apportent 80 du revenu. Qu'effectivement, la partie incentive, un peu comme tu l'as dit avec, le prix dans un devis, c'est la première chose que tu regardes. Beh, tu as beau, parler de culture, de beaucoup de choses à un partenaire, lui, ce qui va l'intéresser, c'est forcément de qu'est-ce qu'il va retirer comme chiffre d'affaires. Et la règle dans le logiciel, c'est souvent entre 20 et 30 de commission quand tu as un apporteur d'affaires ou un distributeur. Et en fait, il ne faut pas hésiter à un moment donné à dépasser cette règle-là et à rémunérer plus. Mais là, tu rentres avec des enjeux d'investisseurs, de board, etc., qui ne vont pas vouloir lâcher plus. Et Mmh. c'est là où ça peut être des enjeux un peu compliqués. Tout à fait. Euh, et ensuite, c'est l'autre complexité d'un partenariat, ça va être l'animation de tes partenaires. Tu l'as dit, tu mets 10 fois plus d'énergie dans la formation de tes partenaires que dans tes commerciaux. Mmh. Mais il y a aussi tout un sujet de relance, de suivi, de traquer aussi, et d'aider le partenaire à traquer ce qu'il va faire. Parce que moi, j'ai fait pas mal de partenariats et parfois, je me souvenais pas du tout des leads que j'avais envoyés. J'avais pas de Mmh. moyen d'avoir un dashboard qui suivait tout ça. C'est exactement ça, il y a beaucoup moins de visibilité. Dans ton entreprise à toi, tu as, souvent, une vue globale de tout ce qui se passe. Moi, je peux aller, écouter l'école de mes sales. Enfin, j'ai vraiment de la visibilité sur tout et avec les partenaires, c'est pas pareil. Tu as pas de la visibilité, donc tu es un peu in the dark. Et en vrai, la clé pour moi dans pas mal de ces sujets, c'est de trouver la personne qui a réussi à craquer et de repliquer les bonnes pratiques de cette personne-là. C'est vraiment du crowdsourcing et de learning best practice from top performers, point. Et avec les partenaires, encore une fois, tu as moins de la visibilité, donc tu as du mal à identifier les personnes, à savoir quelles sont les bonnes pratiques, tu as moins d'accès aussi. Donc ouais, en effet, ça fait partie du challenge, le manque de visibilité. Ouais, je te le refais en français, apprentissage des bonnes pratiques et dupliquer les bonnes pratiques. Merci. Tu nous as fait une accélération là, Excuse-moi. c'était sympa. C'est OK, bah, écoute Maria, on arrive à la fin du sujet. Je vais te poser des dernières questions. Est-ce qu'avant ça, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet, enfin, ou ces sujets? On a bien compris le mot-clé, hein, du podcast, c'était enablement, permettre de, accompagner de, différentes équipes. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou on passe aux dernières questions? Non, j'ai rien à ajouter avec plaisir, pour en discuter plus si jamais quelqu'un, veut rentrer en plus dans les détails du sales enablement, du customer success enablement, des outils dont je me sers, des wins et des fails que j'ai eus ou si quelqu'un, qui écoute a les réponses sur partner enablement, c'est avec grand plaisir pour échanger aussi. Voilà, Ouais, c'est un gros sujet. Il faudrait que je trouve la personne qui a, bah, peut-être Jules, je vais lui demander pour faire un épisode là-dessus. Ouais. c'est une bonne idée. Ouais. Écoute, on va passer aux questions de la fin. On n'en a que pour quelques minutes. Tu vas voir, ça va aller assez vite. On a parlé notamment de pas mal d'outils. Est-ce que toi, tu as des outils vraiment aujourd'hui qui sont un peu des must-have? Là, c'est à moi de faire des anglicismes cette fois-ci. Oui, bien sûr. Donc l'outil le plus important, c'est la plateforme, 360 Learning, qui est une plateforme, d'apprentissage collaboratif. Je dis ça à moitié en blague, mais en vrai, franchement, notre plateforme, qu'on vende, enfin, ça a complètement changé, ma manière de fonctionner et ça me permet, de lancer, entre 9 et 15 formations, par trimestre, même quand j'étais toute seule, parce que tu peux t'appuyer sur les experts, de l'entreprise. Donc tu travailles avec l'expert des sujets pour créer des formations. Donc pour ça, bon, il faut forcément un LMS. La deuxième catégorie des outils que moi, je pense qu'ils sont très importants dans l'enablement, c'est Conversation Intelligence Tools, donc Gong, Mojo, ce genre d'outils qui te Ah permettent oui. d'écouter l'école sur le terrain. Donc, c'est la meilleure manière de rester très à jour sur ce qui se passe pour bien comprendre
les challenges que les sales ont, s'ils adoptent bien les nouveaux pitchs, etc. Bon, après, il y a évidemment dans le métier sales le CRM, donc ça c'est vraiment essentiel. Et la gestion de contenu, comme je disais tout à l'heure, dans l'enablement, ça va être très important aussi. Et je termine par un outil de coaching asynchrone. Dans l'idéal, c'est quelque chose qui est inclus dans ton LMS. Donc, sur la plateforme 360 Learning, les sales, ils peuvent se enregistrer en faisant leur pitch pour que les coachs puissent ensuite regarder, faire un feedback via la plateforme, ce qui permet d'un côté de démocratiser un peu le coaching pour que tout le monde puisse le faire et surtout de pouvoir le faire de manière asynchrone, et comme ça tu peux le faire même si les gens ne sont pas au bureau ou pas dispo, chacun en fonction de son planning. Donc ça c'est les catégories d'outils que je nommerais. Ok. Écoute, je suis complètement en phase. Donc, effectivement, moi, j'avais créé un outil de coaching asynchrone, donc je suis vraiment à 100% d'accord. Le CRM que vous utilisez, c'est Salesforce? Ouais. Ok. Même question pour le contenu. Est-ce que tu as des contenus à conseiller aux auditeurs, que ce soit sur la vente ou sur d'autres sujets, hein? Oui, donc je recommande. Alors moi, je consomme évidemment plutôt du contenu sur l'enablement. Quand moi je suis arrivée, la personne qui m'a embauchée m'a donné la bienvenue, m'a donné un livre et m'a dit bon courage. Et le livre a été vraiment clé dans la création de la fonction Sales Enablement dans 360 Learning. C'est un livre par Tamara Schenk et Byron Matthews qui s'appelle Sales Enablement, a Master Framework to Engage, Equip and Empower a World-Class Sales Force. Donc, c'est un peu long. On pourra partager le lien après. Et là, tu as perdu tous les auditeurs. Ils sont partis manger, là. Voilà, bon app tout le monde. Voilà. Non, mais en vrai, ce qui est super de ce livre, c'est que ça explique comment créer une fonction qui est proactive, qui est stratégique, au lieu d'une fonction qui est juste une fonction support qui va répondre à des demandes. Donc ça, j'ai trouvé ça essentiel. Après, j'écoute aussi le podcast Sales Enablement Pro. Okay. Et je suis aussi membre de la Sales Enablement Society, qui est une société globale avec des chapters par différents marchés. Il y a des événements virtuels et en présentiel. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, Alex, l'enablement, c'est vraiment un métier qui est plutôt neuf. Donc de rencontrer des gens qui font le même métier et qui rencontrent les mêmes problématiques, à la fin, c'est ce qui est de plus utile, d'apprendre les uns des autres. Ouais, j'imagine très anglo-saxon. Hein, j'imagine les gens avec qui tu discutes, c'est plutôt des Américains, c'est ça? Ouais, il y en a pas mal. Après, en France, il commence à en avoir de plus en plus. Donc, on a après à Paris, les Sales Enablement Managers, on se connaît tous. Okay. Donc, on a notre groupe WhatsApp et tout, on se voit de temps en temps. Donc, ça reste petit, mais de plus en plus, en France, on a des Enablement Managers. Et tu commences à avoir aussi des conférences, des salons en Europe organisés pour ce métier. Donc, ça commence à grandir. Ok, génial. Il me reste 2 questions, Maria. Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas, que tu aimerais avoir? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si je devais choisir une, je dirais c'est pas une compétence, c'est un superpower. C'est la possibilité je sais pas comment dire en français, de voir le futur, hein, de savoir ce qui va se passer. Si on a appris quelque chose dans les dernières années, c'est qu'en fait, tout peut changer très vite et que du coup, il faut rester agile, il faut rester souple pour pouvoir s'adapter. Donc, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer pour pouvoir commencer dès maintenant à préparer nos commerciaux pour qu'ils soient prêts. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là. Alors, si tu veux, j'ai un contact d'une voyante qui est pas mal, que je mettrai dans les notes du podcast. Ah bah, génial. Voilà.
Et enfin, dernière question, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu me proposes qui? Je te propose Belen Egles, qui est un super Sales Enablement Manager. Je rencontrais Belen quand elle était chez Algolia. OK, Et ouais. récemment, elle est partie d'Algolia pour rejoindre MuleSoft, qui est une entreprise qui a été rachetée par Salesforce. Donc, elle travaille chez Salesforce. Et là, donc, avec moi, tu as eu vraiment une perspective d'une petite boîte. Enfin, moi, quand j'ai rejoint 360, on était 120, maintenant on est 400. On était un enablement manager, maintenant on est 4. Avec Belen, tu auras vraiment une autre échelle. C'est vraiment a different ball game. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Donc, OK. elle va pouvoir te parler d'une équipe d'enablement qui a la taille de 360 Learning. OK. Ah ouais, carrément. Bah, écoute, je veux bien son contact et effectivement, c'est intéressant, c'est vrai que Salesforce, je les ai jamais invités dans le podcast, donc c'est Mm. l'occasion. Écoute Maria, merci beaucoup. Comment on fait pour te joindre pour, te parler de ces sujets? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, OK. les gens peuvent me contacter, ouais. OK, bah, écoute, j'espère que les auditeurs ont appris pas mal de choses. Ça peut paraître un peu technique, mais je pense que finalement, il y a beaucoup aussi de bon sens dans tout ce que tu as dit, hein. Coaching, formation continue, Mhm. contenu, peut-être que les gens le font sans l'appeler, Sales Enablement. Mm. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode et puis Maria, bah, écoute, bon développement sur ce nouveau département, des partenariats et j'essaierai de faire un épisode sur ce sujet, je te l'enverrai, en prime time. Merci beaucoup, Alex. C'était un plaisir. Ouais, à bientôt tout le monde. Salut! Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!